Échanger des informations, communiquer en temps réel, accroître la capacité de décision, aller vite, plus vite que l'autre. Aujourd'hui, toute cette escalade rime avec un seul mot, informatique. Satellite, GPS, fibre optique, ordinateur de bureau, téléphone mobile, agenda électronique, qui peut encore y échapper? Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. L'informatique décuple les sources d'informations, mais elle apporte aussi son lot de risques. Aujourd'hui, l'adversaire n'a jamais été aussi proche et invisible. À des milliers de kilomètres, il vous voit en prenant le contrôle de votre webcam, fouille vos fichiers ou pire, détruit votre ordinateur, ne vous laissant plus que le fameux écran bleu de la mort. Qui n'a pas en tête ces adolescents boutonneux, génies de l'informatique, que l'on nomme abusivement hackers, et dont les dégâts se chiffrent en millions d'euros? Un hacker, c'est un développeur informatique, c'est un informaticien de haut vol, dont le seul but est d'analyser un code, le code d'un programme. Le code de programme, c'est le langage qui a permis de créer ce programme-là. Donc, un hacker analyse le code de programme, soit pour comprendre comment le programme fonctionne, soit pour comprendre comment les mécanismes sont mis en œuvre, soit pour améliorer le programme, soit pour corriger des vulnérabilités. Voilà. Un hacker sert à ça, c'est son rôle. Maintenant, il est vrai que certains hackers, en trouvant des vulnérabilités dans les codes des programmes, les ont exploitées plutôt que les corriger. Et à ce moment-là, ils sont passés du côté obscur de la force. Ils sont devenus pirates, ils ont exploité des vulnérabilités qu'ils devaient corriger. S'ils ne sont pas capables de corriger, ils doivent au moins déclarer cette vulnérabilité auprès du concepteur du programme qui, lui, la corrigera, mais en aucun cas l'exploiter directement. C'est pour ça que le terme hacker a changé un petit peu de connotation et que le hacker est devenu le pirate, parce que dans certains cas, c'est un hacker qui a trouvé une vulnérabilité et qui ne l'a pas corrigée ou fait corriger. Hacker ou pirate, en tout cas, ce problème est pris en compte par les plus hauts responsables de l'État. Nous avons pu entrer à la DCSSI, Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, qui fait partie du secrétariat général de la Défense nationale. Elle a pour mission de réglementer, contrôler, sensibiliser, former et conseiller les ministères. La direction possède des connexions mondiales. Nous abritons ce qu'on appelle le CERTA, c'est-à-dire le centre d'expertise gouvernementale sur les attaques informatiques. Il émet des alertes quand il constate de nouvelles formes d'attaques, des avis où, après avoir étudié ces alertes, il donne des conseils pour y parer ou pour réparer leurs dégâts. Une des vertus de ce CERTA, c'est qu'il est lui-même relié à tous ses homologues dans le monde, ce qui permet donc de mettre en commun ce savoir-faire, d'alimenter une base de données des différentes formes d'attaques et de vulnérabilité. C'est la DCSSI qui peut ainsi alerter les sociétés sur l'arrivée de virus en provenance de l'étranger. Il est très difficile de déterminer le nombre de piratages, mais selon certains chiffres, les attaques ont augmenté de 64% en 2001, les 4/5 provenant de 10 pays, dont les États-Unis, le Japon et la France. Mais que cherchent donc ces pirates? Le pirate informatique, il cherche à faire mal, hein, c'est quand même la première chose. Il cherche à faire mal, parfois à ses dépens, puisqu'on peut catégoriser le pirate informatique selon deux critères, c'est le pirate amateur et le pirate professionnel. Donc, ce pirate amateur va utiliser des outils sans trop comprendre comment ils fonctionnent. Ce n'est pas un hacker, c'est un pirate amateur vraiment. Et en utilisant ces outils-là, sans trop savoir ce qu'il va faire, sans trop avoir de vision sur les dégâts qu'il pourrait engendrer, eh ben, il va les utiliser tels quels, que ce soit en extérieur, que ce soit en interne de son système. Alors que le pirate professionnel, lui, il est payé pour ça, c'est un informaticien, il a une culture informatique particulière, c'est un programmeur, et il reçoit l'ordre de faire quelque chose souvent. Et j'ai parlé justement du pirate amateur en vous disant qu'il peut utiliser externe. C'est une deuxième catégorisation du pirate où le pirate professionnel peut être interne. Et dans ce cas-là, on peut parler d'espion. Escroquerie, falsification, espionnage économique et espionnage militaire, cela paraît excessif. En tout cas, pour un pirate, tout est bon à prendre, surtout s'il s'agit de s'attaquer à un maillon faible. Tout le monde est une cible intéressante pour un pirate, dans le sens où le simple fait
comme je l'ai dit avant, de rentrer sur le réseau interne, de contrôler une machine du réseau interne, est extrêmement important pour le pirate et pourrait lui permettre d'avoir accès à peut-être toutes les machines du réseau interne. Et du point de vue d'Internet, à mon avis, le ministère est suffisamment protégé dans le sens où il y a une excellente politique qui consiste à séparer le réseau interne du réseau mondial d'Internet. Non, il n'y a aucun outil parfait justement. Comme je viens de le dire, l'éducation de l'utilisateur est très importante. C'est très important parce qu'un utilisateur qui va lancer n'importe quoi sur sa machine, c'est une machine qui peut être piratée. La complexité de la protection des systèmes d'information réside dans l'étendue des réseaux. L'ensemble ne peut être protégé de manière homogène et demanderait une débauche d'argent et de moyens trop importante. Les solutions ne peuvent pas seulement s'appuyer sur les outils technologiques comme les antivirus et les firewalls. Le comportement des utilisateurs et les connexions sauvages sur Internet doivent changer. Monsieur Henriot, en charge de la sécurité au ministère de la Défense, planche d'ailleurs sur un concept d'ouverture. Je crois qu'il faut être clair dans son mode de pensée. Ou bien on a un besoin réel d'échange d'informations avec le monde extérieur, ou on ne l'a pas. Bon, si ce besoin réel d'échange avec le monde extérieur existe, il ne faut pas essayer d'empêcher les gens d'échanger de l'information. Je préfère, et de loin, avoir une solution d'ouverture maîtrisée, plutôt que de savoir qu'il existe un nombre indéterminé de connexions ponctuelles vers le réseau Internet pour aller chercher des informations. Et non, c'est pas choisir le moindre mal, c'est simplement faire un choix qui permette de mieux maîtriser le danger que l'on a en face de nous. Il ne faut rien imposer par la force. Je crois qu'il faut avoir beaucoup de force de persuasion pour convaincre les gens de l'intérêt qu'il y a à ne pas faire courir de risques à soi-même, en termes de sécurité du système d'information bien entendu, à soi-même et à l'organisme ou à ses interlocuteurs, bien naturellement. Même si l'escalade technologique nous offre toujours de nouvelles solutions, il est aujourd'hui nécessaire d'avoir un comportement adapté. Quelle que soit la puissance de l'État qui est en face, les solutions de sécurité sont effectivement dans la paranoïa, la sécurité système d'information, Ne soyez pas un chauffard de l'information.